Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. Pour une fois, je joins les gestes à la parole. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. Faites-moi un petit coucou, comme d'habitude, pour m'indiquer que tout fonctionne bien. Moi, je vais regarder également sur mon téléphone que le live se soit bien lancé dans le groupe Facebook. A priori, c'est le cas. Donc ça, c'est cool. Je vais quand même vous mettre en grand dans mon téléphone aussi parce que vous allez être encore des petits coquins qui ne cliquaient pas sur le bon lien et j'ai besoin de savoir à qui je m'adresse. Donc justement, j'en profite pour vous passer les consignes habituelles. Cliquez bien sur le lien qui se trouve dans le descriptif de ce live pour autoriser Facebook à afficher votre nom et votre photo de profil. Je vois que vous êtes une petite dizaine déjà de connectés. Faites-moi un petit coucou. Dites-moi si vous êtes plutôt thé ou café ce matin. Et puis, tout devrait bien se passer pendant les 40 prochaines minutes que l'on va passer ensemble avec mon invité du jour. Voilà, je vois que ça commence à arriver. Salut Ori. Hop, on va afficher vos commentaires. Salut Ori. Voilà, Ori, voilà. Les bons élèves qui cliquent sur le bon lien, on a leur photo de profil, on a leur nom. Tout va bien. Salut Ori, donc ravi de te retrouver. Salut Déborah. Salut Ananda. Voilà, faites-moi un petit coucou pour démarrer ce live et puis on va pouvoir gentiment démarrer ensemble ce bon moment que l'on va passer tous les deux. Bah oui, Ori, c'est simple, mais des fois, tu sais, la technologie, cliquer sur le bon lien, c'est pas toujours aussi simple que ça. Tu vois, on pourrait le dire à Thomas, tu vois, par exemple. Moi, je sais que c'est Thomas parce que je le vois sur mon téléphone, mais vous, à l'écran, vous voyez Facebook User. Donc, Thomas, pense bien à cliquer sur le lien dans le descriptif du live pour donner l'autorisation à Facebook d'afficher ton nom et ta photo de profil. Je le dis une dernière fois, je ne le dirai plus. Voilà, Fatima. Salut Fatima. Voilà. Bon, ben, ravi en tout cas de tous vous retrouver pour ce nouveau numéro. Nous sommes le 31 mai 2022 et j'ai le grand plaisir d'accueillir ce matin Stéphanie. Stéphanie, avant qu'on rentre dans le détail dans ton parcours et dans quelques sujets qu'on a à cœur de partager ce matin, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Stéphanie Ursa. Je suis dans le métier maintenant depuis, c'est ma 5e année, et je suis sur Paris, dans la région parisienne, Montrouge, Montrouge 92. 92. Yes. Donc, tu as fait donc, 5e année depuis 2018, Voilà, c'est j'ai ça? C'est commencé la fin 5e? 2017, fin Fin 2017. 2017. OK. Marianne nous fait un petit coucou. On a même Vanessa qui nous écoute en courant. Donc, ça fait plaisir. Et je sais que ce n'est pas pratique, Vanessa. Donc, je te remercie pour ça parce que je sais que ce n'est pas pratique de regarder un live Facebook en courant. La semaine prochaine, quand ça sortira en podcast, c'est plus facile. Mais là, le live, c'est quand même une performance. Donc, merci Vanessa pour ça. Salut Philippe. Merci en tout cas d'être fidèle au rendez-vous. Stéphanie, donc 5 années dans le métier à Montrouge, mais ce serait trop simple que de se limiter à ça. D'abord, avant ça, qu'est-ce que tu faisais avant de faire de l'immobilier? Alors justement, je faisais rien à voir avec l'immobilier. J'ai une formation d'ingénieur et j'ai travaillé dans l'aéronautique en tant que chef de projet. Ouais. Donc quand j'ai changé de vie parce que j'ai changé de ville. Donc je suis arrivée en région parisienne en me disant il faut que je trouve autre chose à faire. L'immobilier est arrivé comme ça pour plein de raisons anciennes parce que ça faisait partie de ma vie depuis longtemps. On peut en Mais parler, Stéphanie, du coup. Donc, quand tu étais, parce que tu vas un peu vite, quand tu étais ouais. chef de projet dans l'aéronautique, tu étais dans quel coin à ce moment-là? Alors j'étais aux États-Unis. Ouais. Aux États-Unis, puis encore avant, j'étais plus en Corse, dans le sud de la France. Donc jamais vécu à Paris en fait. Ok. Voilà, quand moi je bouge à cause de mon mari, hein, je suis un peu le mouvement. Et puis bah, à force de bouger, il arrive un moment où on arrive en région parisienne. Voilà, c'est de l'évolution sociale, malheureusement. Et j'ai essayé de trouver du travail dans ma vie habituelle, mais c'est devenu trop compliqué. Puis j'arrive à un âge où ça devient aussi plus compliqué. Et puis mes volontés ou mes espérances étaient autres. J'avais besoin de changer. À l'époque, je rêvais de faire du télétravail, mais je me suis peut-être réveillée un petit peu trop tôt. Et le fait d'être indépendant,
dans un réseau, puisque je ne suis pas dans une agence, je suis vraiment indépendante de Tapis France. Ça me permettait aussi de travailler de chez moi et de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Et puis, c'était en plus un challenge personnel. Pourquoi tu disais l'immobilier, ça a toujours un peu fait partie de ton parcours? Parce que avec mon mari, on a toujours acheté et revendu. On a, à force d'acheter pas mal de biens en location, donc c'est moi qui gère la location, location longue durée, location meublée, location saisonnière, Ouais. plusieurs endroits. Donc, on est des nomades, on vit en location, mais on est propriétaire de plein de locataires. Ouais, je vois. Très bien. Mais en même temps, c'est le bon moyen. Un des problèmes des expatriés, mais quand on est mobile professionnellement, souvent, c'est de ne pas y rester suffisamment longtemps pour avoir intérêt à y acheter sa résidence principale, normalement. Pour autant, et donc ça empêche beaucoup de ces personnes-là, finalement, de se construire un patrimoine immobilier. Donc, voilà, c'est intéressant de voir que malgré le fait que ça n'est pas possible en résidence principale, ça n'a pas été impossible pour autant tout court. Non, nous, on aime bien ça, en fait. On achète ancien, on rénove, puis après, on loue. Voilà, depuis longtemps. L'objectif, c'était d'être à la retraite à 50 ans. Donc, c'était pour ça. Mais c'est ça. Voilà. Pas réussi encore. Pas encore. Donc, Stéphanie, 2017, l'immobilier, au moment où tu arrives à Montrouge, donc ça, c'est lié à ce moment-là, c'est ça? Ok. Comment ça se passe les débuts dans l'immo? Alors, les débuts, c'est très compliqué parce que je démarre de zéro. J'ai jamais fait de commercial. Je connais même pas le nom de la rue dans laquelle j'habite. Donc, c'est en termes de connaissances, alors de réseau, j'en parle même pas. Je connaissais personne. Je me suis fait accompagner par le réseau avec un formateur terrain quand même qui m'a beaucoup aidé. Et puis, j'ai, on va dire, subi un peu la profession pendant les 2 premières années. Parce que j'ai fait ce que tout le monde fait, de la pige, des flyers, avec un sweat capuche le matin à 6h du matin pour surtout croiser personne. Mais tout le monde ne le fait, sans vouloir te corriger, je dis, je fais ce que tout le monde fait, je m'inscris en faux quand même. C'est ce que tout le monde fait quand on démarre. Voilà, ce que tu veux dire, c'est que bon, tu faisais avec les moyens à ta disposition quand on démarre, normalement. Donc, bon, je fais ma pige, je vais distribuer des flyers, etc. En fait, j'ai fait ce qu'on m'a appris. J'ai fait ce qu'on m'a appris au début. On m'a dit, il faut faire ci, il faut faire ça, sans forcément la vraie conviction, parce que je savais que en mettant mes flyers, je trouvais toutes celles des concurrents dans la poubelle des boîtes aux lettres. Donc, en plus, c'est pas super valorisant parce qu'on se dit ce que je fais, ça sert à rien. Mais je l'ai fait parce qu'il fallait le faire et que c'est un peu la règle du départ. Il faut bien commencer par quelque chose. Et puis, le point qui m'a beaucoup pénalisée, c'est que j'étais pas forcément très fière de mon métier, de ce que je faisais, à tel point que je n'osais même pas en parler à ma famille. Donc, je suis partie quand même très loin. Gros problème de confiance en soi et voilà, une remise en question, être indépendant alors qu'on a été salarié pendant 20 ans ou 25 ans, c'est un gros challenge. Voilà, donc je suis partie vraiment avec des grosses casseroles derrière. Je pense que ça parle à beaucoup de gens. Dites-nous dans les commentaires ou même quand vous regarderez ça, si vous le regardez en replay ou si vous nous écoutez en podcast, mais cette question, j'en parlais hier avec une conseillère, cette question un peu de la crédibilité, de la légitimité des débuts. On parle de syndrome de l'imposteur, on parle de tout ça. On se dit, moi, je suis qui, moi, pour vendre une maison, un appartement, etc. Et souvent, je vais pousser loin dans le questionnement, y compris sur, mais est-ce que tu es juste fier d'être conseiller immobilier en fait? Est-ce que tu es content de faire ça? Est-ce que tu l'affiches haut et fort, etc. Et des fois, j'ai des, tu vois, et c'est impressionnant, tu vois, de se dire, je fais un choix professionnel à un moment donné que je suis dans l'incapacité d'assumer, c'est compliqué. C'est courageux quand même. Enfin, avec du recul, je trouve que c'était un peu audacieux, mais la vie, elle n'arrive pas de manière innocente. Si on l'a fait, c'est que quelque part, il y avait quelque chose. Je pense que moi, j'en étais pas fière. Et puis en plus, le fait de pas en être fière, j'en voyais pas forcément les ondes qui allaient avec. Donc, on me renvoyait pas forcément l'image que j'attendais. Donc ça, c'est un cercle vicieux. Et il a fallu, les 2 premières années ont été vraiment très difficiles. J'ai passé beaucoup de temps de désespoir, à me dire est-ce que je vais vraiment y arriver ou est-ce que je vais pas y arriver. Donc il a fallu un moment où j'ai touché le fond.
que je trouve des solutions, parce que j'arrêtais pas de dire… Pourtant, j'ai quand même fait quelques ventes. Enfin, je veux C'est dire, ce que j'allais dire, peut-être pour donner du contexte à tout le monde. Donc, ces 2 premières années, c'est 2018-2019, si je comprends bien. Oui, Ce n'est pas des années à zéro, parce qu'on a aussi des conseillers qui se posent des questions, oui, parce que oui. c'est pas de mandat, pas de truc. Bon, toi, tu es arrivé bon an, mal an, 2018, 8 ventes, 2019, 10 ventes. Donc, il y en a Oui. beaucoup qui ne font pas ça encore Oui, aujourd'hui. c'était déjà pas mal. Et puis surtout, j'avais des retours de clients une fois que c'était passé qui me disaient c'était super, on a vraiment des bonnes relations avec vous, on vous recommandera. Franchement, ça s'est bien passé. Même des gens qui avaient essayé de vendre tout seuls pendant 5 mois et puis finalement qui étaient super contents que j'ai réussi à leur vendre. Donc j'ai eu des retours super positifs. Mais moi, intérieurement, ça n'allait pas. J'arrêtais pas de dire il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Il faut que je trouve l'issue. Voilà, il faut que je trouve la solution parce que je suis pas heureuse dans ce que je fais. Ouais, il y avait un peu de chiffre d'affaires, mais il n'y avait pas l'épanouissement. Exactement. Il y avait Voilà. les soubresauts d'une activité qui pouvait potentiellement se développer, mais sans forcément du sens, que ça ait du sens, quoi. Et puis, ce qui me faisait vraiment souffrir, c'était d'être prise pour un Kleenex. C'était d'être, voilà, de démarcher les gens qui, voilà, décrocher des mandats parce que, on avait déjà donné 6 mandats à 6 agences différentes et puis de toute façon les agences, ou les professionnels, ne servent à rien et coûtent très cher et voilà, donc si je peux les essorer au maximum, c'est bien et puis une fois que j'en ai plus besoin, je les jette, voire même je les préviens pas si le bien est vendu. Enfin bon, c'était vraiment un grand problème de respect. Je pense que tout le monde, rencontre ça à un moment donné, mais ça peut pas durer. Voilà, ça on peut pas s'épanouir dans cette ambiance-là, donc il faut trouver des solutions. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai juste avant le confinement, c'est là que je t'ai rencontré Sébastien, hein, pour aborder le sujet et trouver les solutions ensemble. Donc, avec la formation, j'ai trouvé plein d'issues, et plein de réponses à mes questions et notamment, je pense que le plus gros qui a changé ma façon de travailler, c'est le mindset. C'est-à-dire que, justement, on disait que, avoir honte de ce qu'on fait, ne pas arriver en sachant, en connaissant, en pédagogue, et ben finalement, c'est moi qui me faisais marcher dessus et j'ai compris à un moment donné qu'il fallait que je me trouve une identité vis-à-vis de et que je trouve un rôle à jouer avec mes clients. Voilà. Heu, déjà pour être moi, pour me donner une consistance et puis en plus, qu'est-ce que je peux trouver pour être différente des autres, différente des agences, différente des autres professionnels? Pour qu'on me retienne et pour qu'on se souvienne de moi. Donc ça a été un gros travail que j'ai suivi, pendant le confinement justement. Ça m'a permis de rédiger enfin rédiger mon book, puisqu'au départ j'avais un book, heu, qui était, traditionnel, qu'on utilisait tous avec le même réseau, mais qui ne me parlait pas finalement. Donc j'ai retravaillé mon discours en fonction de ça, j'ai travaillé mon book. Dans mon book, j'explique tout ce que j'y ai appris en fait et tout ce qui fait partie de mon mindset. Tout ce pourquoi tu m'as convaincue aussi, c'est-à-dire que déjà, travailler, sans professionnel, c'est bien, mais ça peut poser beaucoup de problèmes et d'ailleurs, il y a beaucoup d'échecs pour telle ou telle raison, donc c'est mieux de travailler avec un professionnel. Et puis au cours du discours, j'en arrive à expliquer qu'il faut travailler avec un professionnel, mais il faut en choisir un seul. Je ne parle pas forcément de moi, mais d'en choisir un. Voilà. Et en apportant tous les arguments, d'en apporter un seul, effectivement, à la fin, je leur dis: «Voilà, le seul, ça peut être moi avec tous les engagements que je vous donne». Et puis, je leur explique que si ça leur convient pas, moi, j'ai pas besoin de 3 mois d'irrévocable parce que de toute façon, on fonctionne à la confiance. Donc, Pour redonner du contexte à ceux qui nous écoutent, donc on a, il y a, il y a, il y a peu de conversations qui te marquent dans une carrière ou en 5 ans ou en 6 ans, etc. Mais la première qu'on a eue ensemble, qui est un peu avant le confinement, qui est de fin 2019, je pense, ouais, c'est ça. la première conversation au téléphone qu'on a ensemble, où on se parle parce que tu es potentiellement intéressé pour rejoindre le programme Accélère Imo. Et, et je me souviens très très bien de cette conversation parce que ça a été presque plus un coaching qu'une conversation pour vendre un programme de formation fondamentalement. Et alors je me souviens de l'état émotionnel dans lequel tu étais à ce moment-là. Tu Ouais, parlais tout à l'heure de j'étais au toucher, fond, hein. voilà, tu parlais tout à l'heure de toucher le fond, etc. Et ça m'avait beaucoup interpellé parce que dans la manière dont je mène cet entretien, je pose quand même des questions sur les performances. Et pour les raisons que tu évoquais là,
10 ventes, 10, 12 ventes, etc., des mandats, machin. Tu dis, bon, ok, il n'y a pas non plus de raison de… Mais en creusant, on s'aperçoit, tu me parles de ce côté conseiller immobilier Kinex, et puis on en vient à toucher le sujet qui est le sujet du mandat simple et du mandat exclusif. Et là, je voudrais qu'on y vienne, parce que tu as commencé à effleurer le sujet là. C'est que mon souvenir, c'est que oui, tu étais en capacité de faire, puisque même au moment où on se parle, fin 2019, les choses avaient déjà commencé un petit peu à s'accélérer en termes de business. Et je me retrouve face à quelqu'un qui rentre malgré tout beaucoup de mandats, qui rentre des mandats, qui les rentre tous en mandat simple, et qui me dit ou qu'on détecte ensemble être dans une situation de burn-out, parce que c'est un peu ça qu'il faut le dire, hein. Perte de sens, perte d'énergie, perte de motivation, etc., etc. Parce que justement, voilà, parce que beaucoup de boulot induit par le mandat simple. C'est-à-dire que, ben ouais, mais si on est 4 agences, il faut être le premier. S'il faut être le premier, ça veut dire qu'il faut que j'aille très vite, que je fasse tout vite. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand on l'explique à un vendeur. Hein, ça dit quoi un conseiller immobilier qui est contraint de faire tout vite et dans la précipitation pour être le premier à vendre quand tu te positionnes du point de vue du vendeur. Et donc, il y avait vraiment ce truc-là. Donc, visite le samedi et le dimanche, visite le soir. Tout ce qu'on apprend dans les formations finalement de mandat exclusif où tu perds la maîtrise de la négo, de la relation, de l'agenda, etc., etc. Et donc, tu as eu le courage, parce qu'il faut le dire quand même comme ça, tu as eu le courage de dire stop, je suis prêt à tout déconstruire après 2 ans d'activité pour tout reconstruire différemment. Le confinement est tombé presque comme une aubaine finalement à ce moment-là. Ah, complètement, pour moi, oui. Parce que ça t'a permis finalement de reposer les jalons de comment est-ce que je vais reconstruire mon activité sur une base de 100% mandat exclusif. Et donc, ce que tu étais en train de nous dire là, c'est que tu as commencé l'accompagnement et que tu as mis en place le process de mandat exclusif en créant ton propre book vendeur à ton image, aligné avec ce que tu es, ce que tu as envie de dire. Et comme tu étais en train de dire là, en respectant le processus qu'on enseigne, mais qu'on n'a rien inventé, qui est de dire bah, d'abord, je dois te convaincre que tu dois passer par un pro. Après, je te convainc que tu dois passer par un seul professionnel. Et ensuite, s'il y a un bon fit entre vous et moi, je peux être ce bon professionnel et le mandat exclusif est la bonne solution pour vous. Et là, tu as reconstruit ton book vendeur. Et puis, pas que le book vendeur, c'est marrant, c'est un peu une analogie. Tu as reconstruit le book vendeur, mais pour te reconstruire en tant que conseiller en immobilier, finalement. Et puis là, le confinement se termine. Et puis, tu repars sur le terrain avec ton book vendeur sous le bras. Oui, tu te souviens de ça aussi? Je me souviens très bien. Oui, parce que justement, les 3 mois de confinement ont été une super aubaine pour préparer ce book, pour le construire et pour l'éditer. Et il se trouve que le 11 mai, la sortie du confinement, j'avais 4 rendez-vous d'estimation qu'on avait préparés pendant le confinement, avec la première visite d'une dame qui rentre et qui dit bonjour, alors je vous préviens, hein, moi je ne prends pas d'exclusivité, hein, c'est bon, hein, ça fait 3 mois que ça dure, j'en ai ras-le-bol, etc. Et j'y suis vraiment allée comme un challenge, hein, pour un exercice. Voilà, j'y suis allée comme un exercice. Et voilà, et ça s'est terminé en exclusivité pour 3 sur 4, je crois. Le 4e, j'ai même pas pris le mandat, puisque finalement, voilà, ça c'est l'autre chose que j'ai appris à faire aussi, c'est à ne pas prendre le mandat. Donc j'ai découvert que ce book était devenu une machine de guerre. Voilà. Et ça, c'est très important parce qu'une fois qu'on a bien son discours, une fois qu'on a son book et le book, le fait de l'avoir en papier, pour moi, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'oblige à dire des choses que je n'aime pas dire. Notamment faire la comparaison, vendre sans professionnel ou avec professionnel. C'est toujours des phases qui sont difficiles à aborder avec les clients. Ça vient toucher à leurs croyances. Voilà. Donc, et puis même par rapport à moi, parce que ça vient toucher à ma crédibilité et à mon rôle de professionnel. Donc il faut à un moment crever l'abcès. C'est tellement difficile de le dire que je l'ai mis en première page. Comme ça, c'est dit, c'est passé, et puis on passe à autre chose. Mais au moins, ça m'oblige à l'aborder. Et puis l'autre point qui est difficile aussi à aborder dans le book, c'est la phase d'exclusivité. C'est-à-dire que tout à l'heure, je disais, je me suis donné une identité. Donc moi, l'identité que j'ai choisie, c'est la pédagogie. Donc je fais exprès d'expliquer beaucoup de choses. Avant le rendez-vous, je leur explique que c'est assez long. Ça dure entre 1 heure et 1h20, en fonction des questions, entre la remise d'estimation et le book. Mais parce que je leur explique beaucoup de choses sur comment ça va se passer, la durée, le process. J'explique ce que c'est que le SRU, etc. Il y a des gens qui n'ont jamais acheté ou jamais vendu et pour qui c'est toujours un peu compliqué. Je leur explique toute la stratégie de vente. Donc, comment on va faire pour vendre, le fait qu'il faut être vraiment prêt au début, etc. Donc ça dure un certain temps.
Et puis, à un moment donné, il faut bien aborder l'exclusivité et de dire, voilà, il y a des professionnels, mais il en faut un et ce un, il faut que ce soit moi. Même si je ne le dis pas comme ça, parce que souvent Si je tu le l'écris penses comme comme ça ça, d'ailleurs. c'est comme ça que les gens vont le Mais ressentir. voilà, c'est vrai que les gens le ressentent ou alors on le dit sur le ton de l'humour, mais et je ne sais plus pourquoi je voulais dire ça. Mais c'est mieux quand c'est dit. Même si Voilà, c'est dit sur mais le le ton de fait, l'humour. voilà, le fait, c'est dit, voilà, mais le fait que ce soit écrit sur le book, ça impose de le dire. Parce que Mmh. si on garde son book à l'oral, on passe à côté d'un tas de choses. Ça, j'en avais pas forcément conscience avant. Donc maintenant, je garde mon book. Et puis, la deuxième chose que je fais aussi systématiquement maintenant, c'est que je suis les conseils de Julien Raffin, c'est que je fais toujours, toujours, toujours la même chose. Mmh. Que ce soit une petite mamie qui est sourde, que ce soit mon frère, que ce soit un ami que je connais bien, que ce soit un investisseur, que ce soit quelqu'un qui a vendu, acheté, je m'impose à faire toujours, toujours, toujours la même chose. Parce que ça m'oblige à dire toujours tout, et tout le monde ne va pas être réceptif à la même chose, mais Ouais. certains vont être réceptifs à des choses pour lesquelles nous, on n'a plus forcément apporté d'importance. Ouais. Voilà, parce que c'est devenu dans la routine, etc. Et chacun ne capte pas les mêmes informations. Voilà. Cette rigueur et cette routine, donc, elle permet de maîtriser au fur et à mesure. Elle permet de ne pas non plus présager des choses. Parce que des fois, tu dis, toi, un investisseur, quelqu'un, il a pu acheter 10 fois, vendu 6 fois. Il y a des choses, elles sont mieux quand elles sont dites, quoi qu'il arrive. Et on ne sait pas à nous de décider, finalement, quelque part. Si on pense qu'il n'y a qu'une seule bonne manière de commercialiser et qu'une seule bonne manière de travailler ensemble, il n'y a pas de raison de le dire autrement. Oui. Et c'est un peu le syndrome de l'expert, c'est que parfois on pense, parce que nous on sait que tout le monde sait, ou on pense que parce que quelqu'un est présumément fait figure d'autorité dans un domaine, il sait aussi bien que nous. Ce qui n'est pas toujours vrai, parce que toi tu le sais, tu le fais tous les jours, et ton investisseur, il ne fait peut-être pas tous les jours non plus, et il ne sait peut-être pas tout, et il a besoin qu'on lui dise des choses, etc. Donc ça te permet quand même d'ancrer cette routine-là. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que je me revois souvent dire à des conseillers immobiliers, il n'y a qu'une seule bonne manière de présenter ton rendez-vous, de présenter ton R2, de rentrer Oui. ton mandat, et c'est celle que tu as choisie. Voilà, c'est c'est celle-là, ça. il faut que tu te tiennes à celle-là et tu ne pas s'adapter systématiquement à tout le monde, quoi. Ce qui Et n'empêche pas de s'adapter à la sensibilité de notre bien sûr, interlocuteur, à mais la la personne, méthodologie bien et le sûr. discours. Oui. Et parfois, ça peut ne pas marcher. Mais à partir du moment où on croit à son propre discours, si ça ne marche pas, on n'a pas à se remettre en question. Enfin, si ça marche pour 80% des cas, eh ben, les 20% restants, c'est peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble non plus. Ça c'est aussi un grand pas dans l'état d'esprit à accepter. C'est qu'on peut ne pas tout le temps gagner. Et des fois, le fait de ne pas gagner, c'est peut-être parce qu'on a gagné du temps, justement. Si ça ne marche pas au début, c'est que ça ne devait pas marcher. Ouais. Et ne pas donc remettre en question parce que ça n'a pas fonctionné, parce que moi j'ai ça aussi souvent, hein. C'est oui, mais là j'ai utilisé la méthode et ça n'a pas marché. Oui, mais ça ne remet pas en Oui, cause la méthode. voilà, voilà. Alors Sauf après, si ça ne marche la faire jamais ou si plusieurs ça ne fois marche si pas. ça Voilà, marche. exactement. Effectivement. Mais il faut l'essayer plusieurs fois, il faut l'adapter, il faut la faire évoluer. Moi, mon book, il a évolué aussi. Au début, il était beaucoup trop long. Je me suis rendu compte que je passais trop de temps à expliquer des choses qui n'étaient pas forcément importantes. J'ai tout revu périodiquement. En fait, le book, je l'ai dit pour 10 ou 20 exemplaires, comme ça, 20 exemplaires, comme ça, quand j'ai fini, ben, je m'oblige à le remanier, à le réfléchir avant de le réimprimer. Stéphanie, ça veut dire que tu le laisses au client? Ah oui, Non, mais il faut le dire. je laisse. Enfin, moi, tu Moi, sais, j'ai appris que parfois on recommandait qu'il fallait surtout pas laisser des documents chez les Mmh. clients, qu'il fallait pas laisser Bah, moi, l'estimation, même des fois, qu'il fallait pas. Enfin, on sait jamais ce qu'ils pourraient en faire. Oui, Alors, il y mais avait un bon, ne dicton, pas leur laisser, c'est de garantir qu'ils s'en souviennent pas en tout cas. qu'on m'a dit il n'y a pas très longtemps et que j'ai bien retenu, c'est: «Il faut donner, donner, donner et un jour on te donnera». Bah Ça oui. aussi, j'ai bien retenu. Donc maintenant, je donne tout le temps. C'est-à-dire que je fais même ces rendez-vous-là à des gens qui n'ont pas envie de vendre ou qui veulent vendre à leur fils. Je veux dire, je sais que j'aurai rien, mais c'est pas grave. Je fais la même estimation, ça prend 1 heure et quart, je leur explique aussi le temps que ça va prendre quand on fait une vente, les 7 mois, et cetera, je passe le même temps. Peu importe, je m'en fiche. Je garde toujours le même cycle, même si on me dit: «Mais de toute façon, vous savez, voilà, c'est pour un héritage ou je vais vendre la maison à mes enfants». Donc Qu'est-ce que ça a changé pour toi, Stéphanie? Ah, vas-y, vas-y.
Je donne le book et je donne l'estimation. Voilà. Mais Je ne sais pas si c'est la bonne règle, c'est ma méthode. je suis 100% d'accord avec toi. Voilà. Pourquoi ne pas le faire, en fait, presque au risque de quoi, contre quoi c'est comme les conseillers qui disent oui, mais j'ai remis mon estimation au client et j'ai trouvé le bien sur le bon coin 3 jours plus tard auprès de mon estimation. Et qui sont dans ce truc d'accuser les clients, tu sais, de dire oui, mais les clients, oui, mais les clients. Si le client il a décidé que c'était mieux pour lui de mettre sur le bon coin plutôt que de te confier le mandat, c'est qu'il y a quelque chose dans le rendez-vous qui n'a pas été suffisamment abouti pour convaincre le vendeur qui devait absolument passer par un professionnel et que ce professionnel, ça devait être toi. Et peut-être qu'il a besoin de mûrir et de se faire sa propre expérience et qu'il oui, changera voilà d'avis ce dans que un j'allais mois ou dire. dans 2 mois. Mais on ne peut pas constamment mettre les clients comme ça, se mettre constamment en opposition aux clients sous prétexte qu'ils nous utiliseraient pour les Kleenex. La preuve, c'est possible d'inverser la tendance. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Du coup, donc on sort du confinement. Cette idée maintenant d'aller sur le tout mandat exclusif, notamment sur ton état d'esprit, sur la manière dont tu te sens dans ton métier, etc. Parce que c'est de ce point de départ-là qu'on était parti. Alors, forcément, ça a changé beaucoup de choses parce qu'à partir du moment où on commence à avoir un discours qui est clair et qui nous appartient, on arrive beaucoup plus à avoir une stature de sachant, de professionnel en fait, hein, alors qu'avant c'était un peu flou, les rendez-vous étaient flous, ils n'étaient pas forcément structurés, je ne savais pas quoi dire et à quel moment. Maintenant, j'allais dire, on laisse beaucoup parler les clients, mais effectivement, moi, le rendez-vous de remise d'estimation, je parle beaucoup parce que ce que je dis, j'ai choisi plus la méthode de pédagogie et de leur en mettre en fait un peu plein la tête, déjà pour qu'ils se rendent compte que c'est pas si simple. Leur expliquer que je dépense de l'argent avant même d'avoir vendu. Voilà, c'est des choses, faut qu'ils prennent conscience de certains éléments. Donc ça a vraiment changé ma façon d'être parce que le fait de savoir ce que j'allais dire et de savoir comment me positionner, j'ai eu moins peur de l'échec parce que j'étais beaucoup plus sûre de moi et j'étais sûre de ce que je valais. Et puis, je sais qu'avec l'expérience, je pense que ça aussi, il faut être patient. Dans tous les cas, il faut être la patience, c'est vraiment une qualité que j'ai appris aussi avec le métier parce que on peut avoir un échec un jour, quelqu'un qui vous dit non, finalement je le mets tout seul ou je vais passer par une agence à 3 000 € parce que c'est beaucoup moins cher, vous prenez trop. Ben, je n'ai pas de frustration par rapport à ça parce que je dis bah oui, moi de toute façon à 3 000 € je peux pas parce que 3 000 € c'est ce que je dépense pour vous donc je pourrais pas je pourrais pas vivre là-dessus. Mais, mais après, avec la patience, on se rend compte que ce client, il revient vers vous 6 mois après parce que finalement, il n'a pas vendu. Donc à chaque fois, il faut se dire: «Je vais patienter, on verra comment ça tourne» et Parce donc qu'il n'y a plus ce truc de pénurie aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ce truc qui fait que tu sais qu'il y a d'autres rendez-vous qui peuvent tomber, tu sais que tu es capable de les convertir dans de plus grandes proportions. c'est Donc, vrai. ce C'est qu'il y vrai. a, tu vas les convertir. Et donc, du coup, tout ça, on voit bien dans ce que tu décris finalement ce cercle vicieux C'est qui ça. devient un cercle vertueux qui fait que je gagne en légitimité et en crédibilité. J'ai un peu plus de gens qui me font confiance. Comme j'ai plus de gens qui me font confiance, je gagne en confiance et je suis capable de dire non. Comme je suis capable de dire non, j'envoie un message à mon client qui est différent. Donc, je me permets d'être patient. Voilà. Et hop, on a cette inertie qui commence à se mettre en place et qui fait qu'on est un vrai professionnel reconnu sur son territoire. Après, il ne faut pas se mentir, hein. Moi, je dis ça pour ceux qui démarrent aussi. Je pense que on n'a pas, c'est pas facile au début. Et je pense que même si je devais rechanger de région, on repart de zéro et on repart pas à 80% d'exclusivité, c'est pas possible. Il faut être lucide. Il y a un moment, il faut construire son réseau. Il faut prendre le temps, essuyer les plâtres, se faire un petit peu de mal au début. Et j'ai vite compris que la pige, c'était pas pour moi. Et il y a le type de prospection intrusif me rendait vraiment malade. Donc, j'ai fait le choix aussi de sélectionner les types de prospection qui me mettaient plus à l'aise. Donc, effectivement, j'ai stoppé les flyers ensuite à capuche. Je suis passée par des gazettes pour pouvoir les donner fièrement parce que du coup, c'est plus un flyer, mais au contraire, c'est pouvoir le présenter même aux gardiens en disant regardez ce que j'ai fait. Et ça, c'est une approche qui est complètement différente. On distribue la tête haute, c'est un peu bête à dire, mais pour moi, ça a changé beaucoup de choses. Et je me suis
suis rendu compte aussi que ce qui marchait le mieux, c'était la recommandation. Parce que forcément, avec une recommandation, on a quand même beaucoup plus de chances d'avoir une exclusivité. Donc ça, les recommandations, on n'en a pas au début. Par contre, je dépense beaucoup d'énergie à la recommandation. Beaucoup plus qu'à la prospection, finalement. C'est une prospection, je dis toujours C'est que une prospection développer comme son une autre. programme d'ambassadeur ou de recommandation, c'est une des parties d'un écosystème de prospection. Voilà. Et donc, je pense que ce qui m'a été utile, c'est donc la patience de développer ce réseau en disant de toute façon, je donne parce qu'un jour ou l'autre, on me le rendra ou pas, mais dans tous les cas, j'aurai eu la tête haute. Et dans la plupart des cas, on se rend compte que si vous avez fait les choses bien, les gens vous le rendent. Ils parlent de vous, ils vous rappellent, ils vous demandent un conseil. Voilà, ça peut être tout, enfin beaucoup de choses. Et, euh, et puis en recommandation, quand on arrive dans un rendez-vous de recommandation, on est déjà victorieux à 70%. Les gens vous font déjà confiance, ils ont une oreille qui est déjà très apprêtée. Et dans la plupart des cas, ils vous ont appelé vous et pas encore d'autres. Donc la victoire, elle est beaucoup plus facile. Bien sûr. Stéphanie, Donc c'est pour vrai que redonner. c'est vrai que c'est plus facile maintenant que ça ne l'était il y a 2 ans, mais c'est aussi pour ces raisons-là. Voilà. Clairement. Pour redonner du contexte, on disait tout à l'heure 2018, 8 ventes, 2019, 10 ventes, 2020, 22 ventes, 2021, 22 ventes aussi, mais avec beaucoup plus de chiffre d'affaires. En grosso modo, entre 2018 et 2021, tu as multiplié par 4 ton chiffre d'affaires. Et donc, on voit à travers ce parcours-là, cette évolution. Je fais ce qu'on me dit de faire, donc je fais de la pige et des flyers. Je prends tout le business que je peux prendre parce que sur un malentendu, ça peut marcher, mais en même temps, j'ai ce côté compétiteur et tout qui fait que de toute façon, je veux vendre. Donc, je suis dans les pires conditions pour vendre, mais il faut que je fasse tout pour vendre. Donc, je mets beaucoup d'énergie, etc. Mais ça m'amène à une forme de perte de sens. Je déconstruis tout, je reconstruis en repartant sur du mandat exclusif, de la recommandation, etc. J'élève mon niveau d'autorité sur mon marché et petit à petit, ça crée cette forme d'inertie. Ça nous amène donc, je le précise parce que oui, le marché a performé de 2019 à 2021. On a pris au moins 30-40% en volume d'affaires en immobilier en France. Mais bon, toi, tu fais 3 fois et demi ou 4 fois ton chiffre d'affaires. Donc, tu as surperformé le marché. Ouais, en même temps, Aujourd'hui, je partais de bas, mais ouais, 8 ventes dès sa première année ou 10 ventes, c'est pas le cas de tout le monde. Là, on parle quand même maintenant en 2021-2022 de entre 200 250 000 euros, autour de 250 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, tu as une situation particulière. J'aimerais qu'on en parle. Il nous reste encore une dizaine de minutes. N'hésitez pas à poser vos questions ou à commenter. Je vois que vous êtes quand même encore nombreux et le chiffre est assez stable. Donc, je pense que vous nous écoutez. Commenter ou à encourager Stéphanie ou à nous mettre un petit like. Je voudrais qu'on parte quand même sur un autre sujet qui est lié. C'est donc ton activité a continué de se développer. Et on a démarré par ça tout à l'heure en disant que tu suivais ton mari historiquement, qu'il avait au gré des mutations, etc., etc. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu sur Montrouge, c'était, je ne sais pas, ça fait 1 an et demi peut-être. Et puis, il y avait déjà, tu me disais, je crois que c'est reparti pour un tour. Mon mari va bouger de nouveau. Et je m'interrogeais sur comment est-ce que tu allais pouvoir continuer cette activité de conseillère en immobilier, comment tu allais t'organiser. Il y avait aussi des questions sur les études de tes enfants, je me souviens. On en est où du coup aujourd'hui? Alors, donc c'est toujours pareil, ça bouge toujours autant, puisque mon mari est parti à Bordeaux. Donc, il a fallu faire un choix à un moment donné sur partir à Bordeaux, tout lâcher pour quelques années et recommencer un réseau, ou plutôt profiter de ce que j'ai mis en place jusqu'à maintenant. Et t'es toujours là parce que j'étais figée? Si, moi c'est bon. Ouais, t'es là. Et donc moi j'ai choisi de rester sur Paris parce que j'avais mon réseau et je voulais en profiter et pouvoir développer la recommandation. C'était quand même beaucoup plus facile. Par contre, je voulais trouver un moyen aussi de moins travailler parce que faut pas croire, pouvoir faire du chiffre et faire des ventes, et ben c'est très ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, c'est travailler le week-end, c'est travailler tard le soir. Donc, à un moment donné, il faut retrouver un peu une structure de vie
pour en profiter, pour pouvoir faire du sport correctement, pour ne plus Je être me stressée. souviens. Je me souviens qu'on avait parlé aussi de tout ça. Ouais, Comment est-ce que tu allais pouvoir te remettre à faire ton sport voilà. Une fois qu'on a atteint son objectif et qu'on arrive à avoir le nombre de ventes et à se satisfaire dans sa vie professionnelle, il faut retrouver un équilibre sur la vie Bien personnelle. sûr. Le fait que mon mari soit parti à Bordeaux et que ma dernière fille soit partie faire des études assez compliquées, assez loin en Corse, ça m'a poussée aussi à désarticuler mon travail. Donc, en fait, j'ai travaillé 1 semaine sur 2 pendant l'année 2021-22, jusqu'à maintenant. Je finis en juin, là, puisqu'elle finit en juin. Je me suis rendu compte que c'était possible. Pouvoir ne pas travailler jour et nuit, en tout cas être présent tout le temps. Alors forcément, c'est pas évident, hein. Je me suis associée avec Vincent, mon collègue qui est sur Montrouge aussi chez Capifrance. On travaille en binôme. Euh, mais ça permet quand même de faire beaucoup de choses à distance. Vincent sont mes yeux et mes oreilles quand je ne suis pas là pour faire les visites et pour faire les rendez-vous. Et puis, moi, rendez-vous vendeur quand je viens. Donc finalement, le métier arrive à se faire comme ça. En tout cas, ça s'est bien passé pendant l'année, puisque ça ne m'a pas forcément fait baisser le nombre de mandats. Je peux préparer tous mes éléments de prospection quand je suis à distance et puis les mettre en place quand je suis sur Montrouge. Et ça s'est tellement bien passé finalement que je pense que je vais continuer l'année prochaine à travailler à mi-temps sur Paris et puis le reste du temps en province. Voilà, on va voir ce que ça donne. On parlait tout à l'heure en off de cet idéal qu'ont beaucoup de gens aujourd'hui, de pouvoir entreprendre à distance. En plus, bon, entre-temps, il y a eu le Covid, donc la mode était datée d'avant la pandémie, mais c'est vrai que là, on est rentré dans ce truc un peu de télétravail et on se dit, finalement, est-ce que ma présence physique est indispensable, etc. Et beaucoup de conseillers, je pense, chez beaucoup de conseillers immobiliers, la question s'est posée. Moi, le télétravail, ou en tout cas, le travail à distance, le nomadisme digital, entre guillemets, c'est un peu hors de propos. Et on s'aperçoit que quand on a cette inertie dans son activité, où finalement il y a de la recommandation, où finalement on maîtrise son agenda parce que l'exclusivité, parce que les gens veulent bosser avec nous. Ça joue beaucoup. Ben oui, comme les gens veulent bosser avec nous, ils sont prêts à attendre 1 semaine pour signer un mandat ou faire un reportage photo, etc. C'est pas très grave, 1 semaine dans une vie. Pourvu que tu sois convaincu que tu veux travailler avec cette personne-là. Donc on voit que quand on est dans la maîtrise de son business et de son activité, on est dans la maîtrise de son agenda, on arrive à s'organiser différemment. Je sais que c'est pas simple, mais tu vois, ça m'interroge parce qu'on a parfois des conseillers immobiliers un peu débutants qui commencent, etc., et qui n'arrivent même pas à se libérer 1 heure pour venir à un coaching, par exemple, et ils disent mais j'ai des visites. Je ne comprends pas, tu as un mandat en stock. Je veux dire, de temps, tu l'as si tu veux prendre le temps pour ça, mais on se laisse un peu déborder parce que la nature a horreur du vide par son activité. Et on s'aperçoit que quand on est dans la maîtrise de son business, prendre 1 heure pour aller faire du sport, on s'adapte. En fait, il faut se générer la contrainte pour pouvoir s'adapter à ça. C'est-à-dire que moi, depuis que j'ai cette contrainte, c'est beaucoup plus facile de dire non, les visites, c'est qu'à partir de mercredi, parce qu'avant, je ne pourrais pas. J'ai plein de rendez-vous, mon planning est plein, je ne sais pas, mais voilà, en fait, je prends l'avion mercredi à midi. Donc, mais avant ça, effectivement, je pense que j'étais un petit peu esclave. Maintenant, ça m'a vraiment permis d'apprendre à concentrer mes visites, à organiser ce qu'il faut pendant les 2 jours ou les 3 jours que je suis sur Paris. Et puis le reste du temps, je fais tout ce que je peux faire en distanciel. En fait, on passe énormément de temps devant notre ordinateur ou dans notre bureau. On ne passe pas tant de temps que ça dans les visites ou dans les rendez-vous clients en présentiel. Les rendez-vous clients, vendeurs, moi j'en fais aussi beaucoup en visio maintenant. Tout est possible aujourd'hui. J'aime beaucoup cette idée de contrainte. C'est marrant, je pense qu'on n'en avait jamais parlé. Moi, je le dis souvent, c'est que la créativité naît dans la contrainte sur l'organisation de son travail. C'est vrai que je déjeunais l'autre jour avec un autre entrepreneur qui fut un temps mon maître de stage, qui est consultant et qui est dans ce truc de bosser 80 heures par semaine. Il me disait, mais comment tu fais? Et je dis, mais moi, j'ai décidé d'entreprendre et de créer une entreprise autour de mes contraintes. Mes contraintes à moi, c'est mes enfants, c'est ma vie de famille, c'est l'envie de profiter d'eux, de prendre des vraies vacances, de couper quand voilà, et de se forcer à construire une activité autour de ces contraintes-là. Et forcément, ça demande de dire non à certaines opportunités, ça demande à un moment donné d'être prêt à dire à des gens, en fait, c'est ça ou c'est non, parce que c'est pas possible autrement et parce que c'est important pour moi, etc. Donc, ça demande un peu de maturité au bout d'un moment, ça se fait pas tout de suite. Et puis, bien évidemment, c'est beaucoup plus simple quand on est en position
de force, entre guillemets, où bon, les gens ont envie de travailler avec vous, ils sont contraints de s'adapter. Donc, ça ne se fait pas tout de suite. Mais c'est intéressant de voir que quand un conseiller immobilier peut maîtriser son agenda, peut condenser ses visites, peut condenser ses rendez-vous, peut condenser sa prospection, peut s'organiser comme il l'entend, pourvu qu'il soit dans ce cercle vertueux dans lequel toi, tu t'es inscrit. Oui. Je pense qu'il faut accepter que ça ne vienne pas tout de suite. On ne peut pas tout faire dès le départ. Ça, c'est important parce que moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé, que je regardais les interviews, je me disais, c'est pas possible. Moi, je suis trop loin de ça, j'y arriverai jamais. Et finalement, encore une fois, il faut être patient, il faut garder ça en objectif et pouvoir garder cet objectif et garder toujours la volonté d'y arriver. Parce que finalement, on y arrive. Stéphanie, on a une question de Fatima qui rejoint, je pense que c'était ma dernière interview ou mon avant-dernière interview sur la délégation. Elle te demande si tu délègues, s'il y a des choses que tu délègues dans ton activité, du coup. Alors, comme quoi, par Moi, exemple? je pense Fatima pense à soit d'administratif, du reportage photo, peut-être de la gestion de réseaux sociaux, peut-être, est-ce qu'il y a des choses que tu délègues? Oui, il y a des choses que je délègue et que je suis en train de mettre en place pour déléguer. Alors, bizarrement, maintenant que j'ai coupé ma semaine en deux aussi, où je fais une semaine d'administratif, enfin 3 jours d'administratif à distance et 3 jours de présentiel, et bien finalement, j'arrive à faire beaucoup plus de choses en administratif, chose que je n'arrivais pas à faire parce qu'avant, je mélangeais la remise d'estimation avec la comptabilité, avec les réseaux sociaux, avec machin, avec truc. Maintenant, le lundi, je fais tous mes réseaux sociaux pour la semaine. Voilà, le mardi, je prépare tel ou tel truc. C'est beaucoup plus structuré que ça ne l'était avant. Alors, je délègue une partie des réseaux sociaux et les photos. Mais si je peux en faire, je les fais. Je délègue la visite virtuelle, etc. Mais même si je les délègue, moi, ces rendez-vous-là, c'est des rendez-vous auxquels je veux être présent. J'envoie jamais le photographe tout seul chez un client. D'accord. Donc, tu délègues pour avoir une expertise meilleure que la tienne, Ouais, mais pas nécessairement pour gagner du temps en tant que tel. non. Non, parce que mon objectif, c'est pas non plus d'avoir 50 biens à vendre en parallèle. Je préfère en avoir un qui soit plutôt très bien géré et être vraiment présente avec la personne pour que quand le client il pense à la photographie, il pense à moi. Quand il pense au diagnostic, il pense à moi. Moi, quand le diagnostiqueur il vient, je vais avec lui. Voilà. Je suis toujours là. Je lui tiens la jambe, je lui parle, je continue à connaître sa vie pendant que le diagnostiqueur fait son travail. Et je suis dans son regard à chaque fois qu'il va penser à un moment de l'immobilier ou de la vente de son appartement. Ok. Tu multiplies les points de contact aussi avec ton propriétaire Oui, oui. Alors pour effectivement, c'est valoriser pas aussi forcément. les honoraires, pour valoriser, enfin montrer qu'il y a Et du temps qui est puis, en passé, fait, quoi. le fait de venir avec le diagnostiqueur, c'est un peu comme si c'est moi qui m'en occupais. Alors que si j'envoie le diagnostiqueur tout seul, finalement, il se retrouve tout seul avec le diagnostiqueur et c'est comme si c'était lui qui était en charge de ça. Et renforçant du Et, coup la croyance qu'il pourrait se débrouiller tout seul, fondamentalement. Hum. Ok. Et puis forcément, après, à la remise d'estimation et au book, je lui dis que je m'occupe de tout. Donc, je m'occupe de tout. Stéphanie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter qu'on n'aurait pas dit le temps de cet échange sur ton activité aujourd'hui? Pour reboucler, aujourd'hui, c'est quoi en termes de perte de sens? Tu as retrouvé le sens, tu as retrouvé de la sérénité, tu as retrouvé… Oui, je pense que avant même le chiffre d'affaires ou le nombre de ventes ou tout ça, ce qui est important, et je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'on s'amuse dans le métier, c'est trouver le bon mindset, trouver pourquoi vous êtes là et, et avoir vraiment cette posture d'offrant, en fait, de sachant. Voilà. Moi, c'est vraiment ce qui m'a aidée. Une fois que j'ai pris du temps à bien me former, je veux avoir la réponse à tout et je me prends un peu pour la maîtresse, en fait. J'y vais plus pour expliquer comment ça va, plus que pour vendre mon mandat. Est-ce que c'est ton Pas comment identité… l'exprimer. Non, je comprends très bien. Est-ce que c'est ton identité d'ingénieur? Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est… Il y a quelque chose… Tu parlais d'identité. Est-ce que c'est aussi parce que c'est ce que tu es ou ton histoire ou que du coup tu es beaucoup plus aligné parce que tu as reconnecté différents points Oui,
de ta carrière professionnelle finalement? Oui, je pense que ça vient un petit peu de ça. Moi, j'ai plutôt un profil de leader et du coup, je pense que ça vient par ça. Hmm. Effectivement, un peu comme si on se met en posture de coach, du On vendeur. fait du coaching à la prise de décision, hein. Voilà. Oui, bah, exactement, c'est ça. En fait, c'est du coaching. C'est du coaching en lui expliquant ce qui va bien se passer, ce qui va mal se passer, les risques qu'on a. Hem, j'appuie beaucoup sur le mot confiance aussi quand je suis à mon rendez-vous, parce que et équipe, voilà. Donc équipe, leader, Hmm. confiance, tout ça, ça va ensemble. Hem, j'ai pas une âme de professeur pourtant, mais plus de coach peut-être, oui. Stéphanie, merci infiniment pour ces 45 minutes passées maintenant ensemble. C'était vraiment chouette de pouvoir connecter de nouveau et voir un peu Ouais, ton évolution. Je n'avais pas les dernières étapes sur la vie de nomade, donc c'est cool de voir que c'est possible. Ça m'amène à plein de réflexions aussi. Je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'échanger avec les membres du programme Accélère Imo sur ceux qui sont débordés, sur le fait qu'on peut quand même s'organiser, même avec une activité qui fonctionne plutôt bien. En étant au clair sur ses contraintes et sur comment on veut développer son business. Merci en ouais, tout cas ouais. beaucoup sur tout ce que tu nous Merci. as partagé. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire, que ce soit dans le groupe Facebook, que ce soit sur le podcast. Mettez 5 étoiles au podcast, abonnez-vous à la chaîne YouTube, enfin tous les trucs cool qui nous soutiennent dans notre démarche, notre volonté de vous apporter du contenu. Jérôme nous dit merci pour ses partages et pour le temps passé. Il y a quelqu'un, Isabelle, qui se demande si tu as un livre à conseiller. Est-ce que tu lis, toi, Stéphanie? Alors je lis, j'essaye de lire, je j'ai pas lu tout ce que tu as lu, mais alors je suis en ce moment très, axée sur, le développement personnel, autre que l'immobilier d'ailleurs et sur les relations Mhm. avec les gens. J'ai un livre que je peux vous conseiller, moi, qui m'aide beaucoup dans la relation aux gens pour comprendre un peu, la façon dont ils réagissent. Ça n'a rien à voir avec du commercial. C'est un livre de Lise Bourbeau qui s'appelle Les puissances de l'acceptation. Ok. C'est un livre qui m'a beaucoup aidée. Heu, c'est plus par rapport à des conflits, à gestion de conflits ou à des rancœurs qu'on peut avoir ou un positionnement qu'on peut avoir, parfois un peu agressif. Ça aide vraiment à comprendre, comment sont les gens, pourquoi ils Hmm. réagissent comme ça et pourquoi vous pouvez le prendre comme ça. Voilà, moi ça m'aide beaucoup. C'est un livre qui Les, m'a vraiment les puissances de l'acceptation. Les puissances de l'acceptation. C'est elle qui a écrit aussi Les 5 blessures. Ouais, ok. Voilà, C'est pour ça que ça me parlait le nom. oui, Lise Bourbeau. Super. Stéphanie, merci beaucoup pour ça. Merci à tous pour votre fidélité à ce Merci. rendez-vous. On se retrouve semaine prochaine. Nous serons le 7 juin et je recevrai Adrien Lerouge. Et on parlera de pige. Ah Voilà. super. Donc, et de peut-être comment est-ce qu'on peut le faire un peu différemment. Voilà. Merci en Super. tout cas à tous de votre présence. Merci Stéphanie. On se retrouve très Merci, bientôt et puis à très vite. Ciao. à bientôt. Merci. Voilà Stéphanie.